Alors, c'est un peu une gageure de raconter tout ça en 20 minutes parce que, effectivement, ça correspond à un programme ANR qui a commencé il y a seulement un mois et demi. Mais en réalité, le travail que vient soutenir cet ANR, il a commencé il y a un an, presque jour pour jour. Et c'est peut-être ça que je vais vous raconter. Ce qu'on a fait déjà, en fait, on a presque fini l'ANR avant qu'elle commence et je vais essayer de vous raconter ça. Euh, En fait, le point de départ, c'est au début du confinement. Vous allez voir un échange entre quelques collègues et on était voilà un petit peu empêchés de travailler sur nos objets habituels et nos terrains habituels. Et donc, à partir de ces questions qu'on se posait sur le confinement, on s'est dit que la meilleure solution c'était d'enquêter. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et je vais donc, dans un premier temps, vous raconter un petit peu comment on a fait pour construire cette enquête sur la vie en confinement. Euh, et dans un deuxième temps, questions de vie, sociabilité, qui sont les grands thèmes de l'enquête, ce qu'elle permet de mesurer, les intuitions qu'elle permet de défaire ou au contraire de corroborer. Et puis, je voudrais finir par un dernier point beaucoup plus rapide pour dire aussi que c'est une enquête qui s'est réalisée dans des conditions particulières et qu'on entend du coup aussi valoriser de façon, alors j'allais dire particulière, mais en fait c'est pas très 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 extraordinaire, hein, c'est pas exceptionnel, ça se généralise pas mal, mais vous allez voir que l'enquête a fait des choix qui s'inscrivent très très fortement dans un programme de sciences ouvertes dont je voulais dire un mot pour conclure. Alors, le point de départ, vous voyez, on est le 26 mars. Alors, c'est pas tout à fait le premier jour du confinement, mais on est quelques jours après ce moment, voilà, un petit peu de sidération, une semaine, et on commence à échanger entre collègues sur Facebook, par mail, ailleurs. Et le point de départ de cette enquête, c'est des échanges, d'une part, entre Michel Grossetti, qui est un collègue de Toulouse, et Claire Bidard, qui est à Aix-Marseille, et puis entre Michel et moi et quelques autres sur Facebook ou par mail. Et en gros, Michel, au bout du 9e jour de confinement, fait l'hypothèse que les liens forts en matière de sociabilité euh, vont être renforcés par le confinement au détriment des liens faibles. Vous savez que c'est toute une discussion dans la sociologie des réseaux sur cette question de la force des liens faibles et de la façon dont ils résistent éventuellement à des restrictions du type de celles qu'on connaît depuis un an. Et je réponds à Michel que j'en suis pas certain. Et je lui dis voilà, donc l'enquête s'impose, je suis partant. Michel a le même échange avec Claire. Et je dirais, 15 jours à peu près, sans se voir, à distance, on arrive à construire une enquête qui vise à voilà, traiter, prendre un peu à bras le corps un certain nombre on va dire, des stéréotypes, des questions, des clichés, elles sont fausses. C'est-à-dire que c'est ce qu'on entend à ce moment-là, ce que les médias disent beaucoup. Euh, donc, on a entendu parler d'exode urbain, hein, d'exode des Parisiens vers la Normandie et la Loire-Atlantique. On a entendu parler d'explosion des inégalités. On a entendu parler d'incivilité commise en particulier par les jeunes et les habitants des quartiers populaires qui ne respectent pas les règles sanitaires. Cette idée-là a eu la vie dure. Hein. On l'a réentendue en septembre, en octobre, à nouveau, en particulier à propos des jeunes. Et on a entendu aussi l'idée que plus rien ne serait comme avant et que les changements qu'on observait dans nos vies pendant ce confinement serviraient de leçons durables et que voilà, on basculerait dans le monde d'après, euh, sans forcément arriver complètement à le définir, mais avec cette idée voilà que les changements seraient profonds et pérennes. Et c'est un petit peu tout ça qu'on avait envie de mesurer dans différents registres, les inégalités, les transformations de la sociabilité et la pérennité d'un certain nombre de transformations liées au confinement et aux leçons qu'on en tirait éventuellement. L'équipe
pour réaliser cette enquête, c'est une douzaine de collègues avec, vous voyez, un poids assez important des collègues toulousains qui travaillent sur les questions de sociabilité avec Marseille et donc de Grenoble. Au point de départ, on a cette équipe-là. J'ai mis le logo de l'ANR, mais il arrive bien plus tard. Là, on est, voilà, cette douzaine-là de personnes, c'est les personnes qui ont fait l'enquête du mois d'avril et du mois de mai. On a construit un questionnaire qui couvre les thématiques que j'ai indiquées, logement, travail, conditions de vie, sociabilité. Et ce questionnaire, on l'a diffusé en ligne à partir du début avril jusqu'au 11 mai, c'est-à-dire jusqu'à la fin du premier confinement. Donc le questionnaire était disponible en ligne et on a essayé de le faire connaître par une forme d'échantillonnage qu'on pourrait qualifier de spontané, à travers des réseaux d'interconnaissance d'abord, par nos étudiants, puis par les collègues sociologues un peu partout en France. Et puis enfin par la presse quotidienne régionale, où on a contacté un petit peu toutes les rédactions de la PQR et elles ont fait des articles sur leur site ou dans leur version papier à propos de l'enquête en invitant leurs lecteurs à y répondre. On pourra y revenir si vous avez des questions. On a un échantillon qui est très important quantitativement, puisqu'on a eu 16 224 réponses complètes. Mais c'est aussi un échantillon qui est assez biaisé, enfin, qui est biaisé de façon classique par rapport à ce type d'enquête en ligne. Plus diplômé qu'attendu, plus jeune qu'attendu, beaucoup plus féminin qu'attendu en particulier. Bon, on a appliqué des techniques de redressement, on a quand même des résultats qui nous permettent d'inférer ce qu'on observe, on va dire à la population des 18-75 ans qui sait utiliser Internet. Voilà comment je qualifierais la population dont l'échantillon peut être représentatif. Ce qu'on observe d'abord, c'est que le confinement n'a pas été dans l'ensemble une partie de plaisir. Et je parle bien du premier confinement, de celui du printemps, qui a parfois été décrit comme une expérience extraordinaire de vie, un moment voilà, de calme, de sérénité, où on se retrouve en famille, où on a du temps pour soi. D'abord, voilà, on avait posé la question, quels sont les sentiments que vous avez éprouvés, qui vous est arrivé d'éprouver pendant le confinement, et on voit très bien que les sentiments négatifs l'emportent tous sur les sentiments positifs qui n'ont été éprouvés ou qui ne sont déclarés que par environ un tiers des enquêtés. Les premiers sentiments les plus importants, c'est l'inquiétude, la fatigue, le stress. Si on regarde régionalement, on va les trouver par ailleurs concentrés plutôt dans l'Est et le Nord de la France, aussi là où les contaminations ont été les plus importantes pendant le premier confinement. Donc on voit d'abord que l'expérience du confinement, l'expérience subjective du confinement, c'est une expérience qui est quand même dans l'ensemble qu'on peut qualifier de négative. C'est la première chose. Ce qu'on voit ensuite, c'est quand même des amplitudes très fortes de ces expériences. Et on le mesure en particulier avec les commentaires libres que les enquêtés ont laissés à la fin du questionnaire. Il y avait un espace classique où ils pouvaient raconter ce qu'ils voulaient. Et un peu plus que dans d'autres enquêtes, cet espace-là a été beaucoup utilisé. On a près de 4000 enquêtés sur 16 000 qui ont laissé des textes parfois longs, ce qui est un taux relativement élevé dans ce type d'enquête. Et ces textes sont extraordinaires. Au total, on a 500 pages de verbatim qui racontent un petit peu voilà, ce que les gens ont ressenti, etc. Et ce qu'on voit, alors avec, je ne peux pas tout raconter, mais à un pôle des gens pour qui le confinement a été une expérience positive, mais aussi de l'ordre de l'expérimentation sociale ou individuelle ou psychologique. Ils ont appris des choses, ils ont découvert des choses. On entend ce langage-là dans un certain nombre de commentaires où voilà, la situation est socialement inédite et on apprend des choses qu'on ne connaissait pas. Et donc, il y a ce pôle-là. À l'autre pôle, vous voyez là à travers les commentaires, belle expérience, méditation, richesse. À l'autre pôle, il y a le vocabulaire de l'épreuve. Et donc, on voit bien l'extraordinaire diversité des situations et aussi, on a découvert des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout.
Pour certains, ça a été très compliqué. Hein. On parle de dépression, d'horreur, de choses très dures, en particulier pour ceux et celles surtout qui doivent télétravailler avec des enfants à la maison auxquels il faut aussi faire l'école. Ceux qui sont seuls et qui l'ont été encore plus. Mais ici aussi, des choses peuvent parfois marcher à front renversé et on le découvre à travers les commentaires. On a un certain nombre de gens très isolés, dépressifs profonds, à qui, paradoxalement, le confinement, selon leur déclaration, a fait du bien. C'est-à-dire sur le mode, vous voyez, je suis assez content que ça arrive aux autres. Ils voient ce que je vis. Ou bien, maintenant que tout le monde est isolé, je me sens moins isolé. Puisque je me sens plus comme tout le monde. Donc, on va trouver ce type de situation. Il y a une extraordinaire diversité des effets et des expériences subjectives du confinement. Et c'était une des premières grandes leçons de l'enquête, cette variabilité très forte. Ce qui apparaît beaucoup aussi, très très fortement dans ces commentaires, c'est une forme de prise de conscience sociale de sa position relative dans la hiérarchie des privilèges et des situations. Ce vocabulaire dont je vous ai donné quelques exemples ici, j'ai conscience de la chance que j'ai d'avoir un logement avec un jardin. Nous nous considérons comme chanceux. J'ai conscience, privilège, ce sont des termes qui reviennent souvent, beaucoup plus que ceux correspondant à des situations dans lesquelles on éprouve des formes d'injustice sociale. Ça vient aussi du fait que l'échantillon est un peu biaisé en faveur des classes favorisées, mais c'est vraiment un vocabulaire qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. La situation s'y prête. On a fini par se dire que l'enquête aussi s'y prêtait. L'enquête, quand on demande aux gens en situation de confinement quels accès à l'extérieur ils ont, ils peuvent en quelque sorte se situer sur une échelle, ils voient les modalités qu'ils cochent, ils voient aussi celles qu'ils ne cochent pas et qui correspondent aux situations des autres. Quand on leur demande les nuisances dans leur logement, ils voient celles qu'ils cochent et ils voient celles qu'ils ne cochent pas. Et donc, il y a un effet assez fort de l'enquête qui est assez intéressant, qui est de servir de baromètre individuel pour se situer dans cette expérience du confinement. Ça, c'est des résultats qu'on voit à travers les commentaires. Si on se plonge un petit peu dans les réponses plutôt aux questions fermées, hein, comme dans une enquête par questionnaire, la première grande leçon qu'on a vue, nous, très très tôt, dès le printemps, dès le mois de mai, c'est que ceux qui ont le plus souffert du confinement, ceux pour qui la vie en confinement a été une épreuve beaucoup plus fortement qu'une expérience, ce sont les jeunes et ce sont les étudiants. Voilà. À un moment donné où on s'apesantissait sur la situation, voilà, les incivilités des riches ou des quartiers populaires, je crois que le fait majeur, voilà, qui a fini, on a fini par s'en rendre compte. On le sait maintenant, on en parle depuis, on va dire, novembre, décembre peut-être de la situation des étudiants ou des jeunes. Mais en fait, c'était massif dès le premier confinement. Qui, par exemple, est parti de son logement? On a parlé d'exode des riches. En fait, il n'y a pas d'exode, il y a 7% de la population qui a changé de résidence, qui a quitté son logement habituel pendant le confinement. Et parmi ces 7%, le poids des jeunes est très très fort. Ça concerne plus du tiers des jeunes, mais moins de 10%, même autour de 3% des plus de 35 ans. Donc en fait, le premier fait massif, c'est qui a déménagé? Ce sont les jeunes et les étudiants. Pour aller où? Pour retourner chez leurs parents et prendre une copine ou un copain. Mais majoritairement, ils sont retournés dans des logements dont les situations sont extrêmement variables. Hein. Des parents de classe favorisée, des parents de classe populaire, dans des logements qui vont avoir des taux d'occupation qui s'élèvent. Et c'est peut-être ça le principal moteur du creusement des inégalités sociales pendant le confinement. C'est cette augmentation de l'amplitude des expériences avec des faibles taux d'occupation et très peu de problèmes dans l'environnement ou à l'intérieur du logement. Vous voyez, on a moins de 20% de ceux qui sont dans les maisons ou 29% qui déclarent un certain nombre de problèmes, pollution, bruit, nuisance, tension,
avec des voisins ou à l'intérieur du logement, alors que pour ceux qui habitent en immeuble en cité, même en immeuble en ville, autre que grand ensemble, c'est plus de la moitié, voire les trois quarts des gens qui déclarent un certain nombre de difficultés. Et ces écarts-là ont été augmentés par le confinement, très clairement. On regarde l'écart type de ces nuisances et il a fortement augmenté. Deuxième facteur important d'inégalité, donc de creusement de l'amplitude des situations de confinement, des écarts dans les façons de vivre ce confinement, c'est le télétravail. Là encore, il n'y a pas eu du travail généralisé, c'est extrêmement inégalitaire selon les classes sociales, selon les catégories socioprofessionnelles et selon les revenus. Vous pouvez regarder un petit peu le détail, mais l'écart est extrêmement spectaculaire, en particulier entre les cadres qui ont été 82,4% à principalement travailler depuis leur domicile et les ouvriers où ça ne concerne que 4,5% des ouvriers. Donc là, entre les uns et les autres, on va avoir des expériences de vie qui vont être absolument radicalement opposées de ce point de vue-là. De ce fait, cette expérience du télétravail, pour les uns, elle a été effectivement une expérience, et pour d'autres, dans les classes moyennes et populaires, elle a, dans des logements avec des taux d'occupation plus élevés, elle a été au contraire une épreuve. On va retrouver cette dichotomie, cette opposition entre ceux qui ont apprécié le télétravail, découvert quelque chose avec le télétravail, et ceux pour qui, au contraire, ça a été très compliqué. Enfin, dernière dimension des transformations qu'on observe pendant le confinement, ce sont les effets sur la sociabilité des restrictions de circulation. Et là encore, ce qui apparaît, c'est que ce sont les jeunes qui sont les plus fortement affectés par ces restrictions. On a posé la question de savoir qui avait perdu des contacts qu'ils avaient auparavant pendant le confinement, et vous voyez que c'est d'abord le cas des plus jeunes. Ils sont presque la moitié à déclarer avoir perdu des relations avec un certain nombre de personnes, contre seulement 28% des plus de 60 ans. C'est aussi peut-être parce qu'ils ont plus une sociabilité plus intense, et donc une chance ou une probabilité plus élevée, du coup, d'en perdre. Mais on voit bien que ça affecte d'abord ce qui fabrique ou ce qui constitue les identités sociales des plus jeunes, ces restrictions de circulation et de possibilité de se voir. Ce sont eux aussi qui déclarent les plus souvent des relations dégradées, c'est-à-dire des conflits qui apparaissent avec des personnes avec qui ils habitent pendant le confinement ou non. Et on va retrouver ça aussi. Ça, ce que je vous ai raconté là très rapidement en 10 minutes, c'est la première vague de l'enquête. Ce qui s'est passé, c'est que sur les 16 000, il y en a plus de 5 000 qui ont laissé leur email avec l'autorisation de les recontacter pour des entretiens ou des nouveaux questionnaires. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour déposer au mois de juin un projet ANR, à l'appel ANR Recherche Action Flash Vico, qui a été retenu. Et dans ce projet, on avait annoncé qu'on ferait une vague 2 d'enquête par entretien, et puis une vague 3 à 12 mois, donc là, maintenant, aujourd'hui, pour voir ce qu'il restait de ces transformations et à quoi ressemblait le monde d'après. Évidemment, vous l'avez compris, en fait, on est toujours dedans. Donc, on a obtenu l'ANR et on a revu nos plans. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par une vague 1 d'entretien à l'automne, ici, faite par des étudiants de Stéphanie Abrial dans le Master Progis de l'IEP de Grenoble. Et on a fait une vague 2 par questionnaire à l'occasion
du deuxième confinement. Voilà, donc on l'a faite en novembre, décembre, janvier, enfin décembre-janvier, donc à cheval sur la fin du deuxième confinement. Et donc sur les 5448 contacts qu'on avait, il y en a 3620 qui ont répondu à nouveau à l'enquête, ce qui est une proportion très très satisfaisante. On continue d'avoir, donc on a un panel de 3600 personnes qui ont répondu à 2 vagues de l'enquête, et certains ont répondu à un questionnaire et d'autres vont encore répondre à un questionnaire, puisque avec l'ANR, donc qui vient de commencer, on va faire une deuxième vague d'enquête par entretien à Aix, Grenoble et Toulouse. Enfin, avec des collègues d'Aix, Grenoble et Toulouse, on pensait les faire en face à face, mais on commence à distance, donc un peu partout en France en réalité. Et on prévoit de faire, pour l'instant, mais avec un point d'interrogation, une vague 3 du questionnaire à l'automne prochain, en espérant cette fois qu'on sera peut-être enfin sorti d'affaire pour voir ce qu'il reste des transformations induites par ces 2 années, pardon, par cette année, lapsus terrible, cette année de confinement. Ce qu'on a en attendant, ce qu'on a déjà pour l'instant, c'est quelques résultats. Alors, je suis désolé, mais la vague 2, on est seulement en train de finir de constituer les fichiers, de les nettoyer. Donc, j'ai quelques tout petits aperçus des résultats de la vague 2. Je ne peux pas vous raconter des choses extraordinaires sur les différences entre le premier confinement, celui du printemps, et le deuxième, celui de l'automne et du début de l'hiver. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que déjà, si on compare les questions sur les sentiments éprouvés, on voit que c'était pas la joie au printemps, c'est pas mieux, c'est même encore pire à l'automne. D'une certaine façon, d'abord, il y a un seul sentiment qui augmente, c'est la fatigue. Les autres diminuent un petit peu. C'est-à-dire qu'en gros, d'un côté, les gens sont juste fatigués. Ils éprouvent en fait de moins en moins de choses. Ils éprouvent de moins en moins de sentiments négatifs et encore moins de… Voilà, ceux qui se cassent bien la gueule, c'est quand même aussi les sentiments positifs. Il y avait 35% des répondants qui avaient été heureux pendant le premier confinement, il n'y en a plus que 20%. Il y en a 40% presque qui avaient été en forme, il n'y en a plus que 20%, c'est divisé par 2. Voilà, les sentiments positifs sont divisés par 2, en gros, les sentiments négatifs baissent un petit peu, sauf ce sentiment de fatigue. Premier point. Donc, il n'y a pas un deuxième confinement qui est plus sympathique que le premier, aucun des deux n'est jugé vraiment sympathique par les répondants à l'enquête. Deuxième chose que je peux dire très très vite, et voilà, pardon, je suis allé un peu trop vite sur la diapo. Voilà, c'est une sorte de retour, à part ça, par exemple sur la sociabilité, de retour à la situation ordinaire. Là, par exemple, on a plusieurs indices de ça, je vous en donne qu'un seul. Les nouveaux contacts qu'on avait conclus, les nouvelles personnes avec qui on était entré en relation pendant le premier confinement, est-ce qu'on a maintenu ces relations ou pas? Certaines ont résisté, celles avec les collègues, les voisins, par exemple. D'autres ont moins bien résisté, et on le voit en particulier les rencontres en ligne, parler négative de la sociabilité en face à face, ça a beaucoup moins bien résisté que les autres types de rencontres. Voilà en gros sur les premiers résultats très rapides de cette vague 2 de l'enquête sur la vague 2 des effets de l'épidémie. Je m'arrête là, simplement, je voulais juste dire donc un petit mot de partager ça le plus possible. Donc, de mettre le plus de choses possible d'abord sur un site internet, de diffuser les données à des collègues qui enseignent et de partager ces données avec tous ceux qui veulent les utiliser. Donc, il y a un carnet hypothèse donc de l'enquête Vico où on essaye de raconter beaucoup de choses, de mettre des notes, des premiers résultats au fur et à mesure quasiment qu'on les trouve, qu'on fait les analyses. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un livre qui vient de paraître la semaine dernière à UGA Édition, qu'on a fabriqué en quelques mois à partir d'un datathon sur les données de la vague 1 qu'on avait organisé au mois de juin dernier. Donc, il n'y avait rien de ce bouquin le 25 juin dernier, et il y avait le plan le 26 juin, et le livre est paru la semaine dernière. Et ce livre est disponible sur Open Edition en accès gratuit intégral, donc on peut le lire en ligne gratuitement.
Donc voilà, c'est une façon aussi de dire que ces résultats-là, on les a produits avec le travail des collègues, pas autant avec l'argent de l'ANR pour l'instant, qu'on n'a pas encore beaucoup dépensé, et on l'a produit aussi avec les réponses des 16 000 répondants, et que ça nous paraissait assez logique qu'ils puissent lire directement tout ça. Les données, on les a mises à disposition de tous les collègues qui voulaient faire cours avec. Donc, il y a une vingtaine d'établissements, il y avait une vingtaine de facs ou d'établissements en France qui utilisent les données de l'enquête Vico comme support quantitative, au cours d'enquête par questionnaire ou données. Donc, ça fait plusieurs centaines qui travaillent sur ces questions en licence et en master actuellement, grâce à ces données. Et les données de la vague 2, alors elles vont être sur Quetelet dans quelques jours ou quelques semaines par ailleurs, donc tout le monde pourra les demander. Et les données de la vague 2, on va faire pareil, on est en train de les nettoyer, de les anonymiser, elles vont être également disponibles aussi vite que possible. Alors, tout d'abord, au tout début, on a fait le choix avec Natalia qu'il n'y ait que moi qui parle, même si ce travail a été fait à deux. C'est un petit hommage à Jean Castex et sa défense des accents locaux. On a estimé que l'accent de la Loire devait être un peu, de temps en temps, mis en valeur. Voilà. Alors, en propos préliminaires à cette présentation, nous souhaitons tout d'abord remercier toute l'équipe du séminaire Crise de la Covid-19 et la direction de l'UMR qui nous permettent, en cette période difficile pour les sciences sociales, d'avoir des échanges que nous espérons labellisés FFF, francs, fertiles et fédératifs. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes urbanistes, enseignants-chercheurs et chercheuses associées de l'équipe Ville et Territoires, et nous travaillons sur le sujet des stades depuis plusieurs années, en particulier sous l'angle de l'histoire et de la mémoire, des enjeux urbanistiques, des ambiances ou de la sociologie des publics. Natalia vient de publier sa thèse sur les ambiances du Maracana, et la plupart de nos textes sont accessibles dans le carnet de recherche qui s'appelle Au stade des villes sur hypothèse.org. Il ne s'agit pas pour nous de présenter les résultats définitifs d'une recherche sur les stades post-Covid. Les effets corrosifs de la Covid sur nos terrains sont lents et notre cheminement intellectuel est tout aussi lent. Notre réflexion a été initiée lors du premier confinement et notre collectif est toujours en phase de construction. Il est pour le moment à géométrie variable et implique, au-delà des deux membres de Pacte présents aujourd'hui, d'autres collègues grenoblois, géographes de Pacte, architectes du Cresson, chercheurs en STAPS au laboratoire Sens, des enseignants-chercheurs brésiliens des universités fédérales de Rio et Florianopolis et des collègues géographes de l'université de Sfax en Tunisie. Ce collectif de recherche avance, pour le moment, sans adossement à un contrat de recherche. La Covid a entraîné depuis un an un report ou la mise sous cloche, dans une bulle, dans le jargon, d'un grand nombre de grandes manifestations sportives, voire leur annulation pure et simple. Les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont été reportés l'an dernier, se dérouleront du 23 juillet au 8 août, sans spectateurs venant de l'étranger. La décision qui vient d'être prise va coûter quelques centaines de millions de dollars aux organisateurs, mais elle semble pleinement satisfaire le public japonais. Depuis un an, nombre de compétitions se déroulent à huis clos, c'est-à-dire sans public ou avec des jauges de spectateurs drastiquement réduites. Le huis clos est passé ainsi de la punition exceptionnelle à la norme et d'une mesure de justice à une mesure de salubrité publique. Les compétitions nationales et internationales qui perdurent encore sont celles qui peuvent se permettre de faire fi des recettes issues des publics, vente de billets, abonnements et recettes d'hospitalité, en s'appuyant sur les revenus des droits de retransmission et du sponsoring. Les compétitions amateurs et professionnelles les plus fragiles sont parfois tout simplement annulées. Les huis clos mettent les clubs et les gestionnaires de stades dans des situations économiques difficiles. Le premier confinement de 2020, avec l'arrêt du championnat français, et le deuxième confinement, avec ses matchs à huis clos, ont entraîné pour les clubs de football français une perte substantielle des revenus en termes de recettes et de droits de retransmission. Le fiasco Mediapro aggrave encore la situation économique. L'édifice tient encore, soutenu par les prêts bancaires garantis par l'État et par l'endettement de la Ligue nationale de football et des clubs. Si nous remettons en contexte la crise actuelle, elle n'est pas simplement une crise sanitaire, mais une crise du modèle économique du sport-spectacle tout entier, dont la pandémie vient souligner les failles. Les stades, lieu de la mise en scène du spectacle, sont aussi en crise et les impacts sur les villes sont loin d'être négligeables. Cette crise
pour nous, n'est pas sans rappeler celle qui a frappé le football européen dans les années 1980. 30 ans avant la Covid, la tragédie d'Hillsborough, en Angleterre, a changé la face du football, d'abord anglais, puis mondial. Une série de catastrophes, d'incendies ou d'affrontements entre hooligans aurait dû pourtant alerter les instances dirigeantes et les pouvoirs publics sur l'état désastreux des stades, en termes d'entretien, de sécurité et d'aménité. Il a pourtant fallu attendre les conclusions du juge Taylor, que vous voyez ici à droite, sur les événements de Sheffield, pour qu'un profond mouvement de rénovation des stades s'opère. En l'espace de quelques années, presque tous les stades d'Europe ont été rénovés ou reconstruits en prenant en compte les nouvelles normes de sécurité, souvent en s'éloignant des centres-villes. Il en est ressorti un mouvement d'amélioration de la qualité construite des stades, une attention nouvelle pour l'expérience usagère, confort de vision et d'assise, restauration, connectivité, en contrepartie de quoi on a assisté à un appauvrissement certain des ambiances. Les tribunes debout ont été fermées ou réduites en capacité, les prix des places se sont envolés, les contrôles de sécurité renforcés tout au long du déplacement des supporters depuis chez eux jusqu'à la place qu'ils auraient assignée dans le stade. L'économie du football est aujourd'hui à nouveau dans une situation de crise. Stades surdimensionnés, salaires des joueurs disproportionnés, clubs de plus en plus aux mains d'oligarques russes, du tycoon asiatique ou de fonds de pension américains, et enfin, finances des clubs dépendant de la manne des droits de télé. Alors que la Ligue et les présidents de clubs réclament du gouvernement de nouvelles mesures d'urgence pour sauver une économie sinistrée, qui pèse, rappelons-le, toutefois plusieurs dizaines de milliers d'emplois, il a selon nous urgence à faire entrer dans le débat scientifique la question de l'avenir du modèle économique actuel du sport-spectacle et, en particulier pour ce qui nous concerne, nous, en tant qu'architectes, urbanistes et géographes, de faire entrer dans le débat scientifique la question de l'évolution des stades dans leur rapport aux villes et aux territoires. Les enjeux d'ouvrir un débat scientifique sur les stades de l'après-Covid sont multiples et recouvrent par ailleurs parfaitement les disciplines scientifiques de notre laboratoire, voire même de tout le pôle PSS. Enjeux économiques et de gestion. Comment financer et gérer les stades sans qu'ils soient des éléphants blancs pour leur communauté? Enjeux sociaux. Comment refaire du stade un espace public ou partagé, inclusif à tous les égards? Enjeux architecturaux et ambientaux. Comment améliorer la qualité sensible des stades sans pour autant réduire leur qualité esthétique et fonctionnelle? Enjeux urbanistiques. Comment réellement penser les stades comme des équipements structurants d'un territoire et comme des objets de planification? Et enfin, enjeux sanitaires. Comment penser les stades au sein d'une politique de santé plutôt que comme des lieux de contagion potentiels? À partir de tout cela, nous avons une question qui est toute simple. La Covid changera-t-elle la nature et l'architecture des stades dans leur rapport à nos villes? Assistera-t-on à l'apparition d'une nouvelle ère des stades? Et enfin, si de nouveaux modèles de stades devaient sortir de la pandémie, leur conception, leur management seront-ils laissés aux acteurs traditionnels ou seront-ils l'occasion d'un empowerment par la société civile? Si l'hypothèse d'un retour à la normale, business as usual, n'est pas à exclure, l'hypothèse de l'apparition de nouveaux modèles socio-économiques et d'une nouvelle typologie de stade mérite d'être testée. Au-delà de la nécessaire revue de littérature pluridisciplinaire sur les rapports stade et ville, la méthode que nous proposons de tester est une méthode qui vise à travailler à partir du projet architectural, urbain et social. Nous voulons organiser des ateliers de co-design de stades qui rassembleront des étudiants de master en archi, en urbanisme, en géographie et en STAPS, à minima, mais pourquoi pas aussi de sciences sociales, de littérature ou d'histoire. À ces étudiants, nous voulons agréger non seulement certains acteurs traditionnels de ce type de projet, mais aussi des acteurs moins fréquemment sollicités, comme les usagers ou les professionnels de la gestion des stades, jardiniers, secouristes, policiers ou autres. La rencontre de ces acteurs pourra se faire par des entretiens, des conférences, de l'observation in situ, mais surtout par le travail d'ateliers sur des scénarios de projet. Cette méthode repose sur l'idée, qui est déjà ancienne, que le projet est une façon d'observer et d'analyser comme une autre. Imaginer et dessiner un futur aux lieux et aux personnes nécessite en effet de prendre en compte le passé, d'observer le présent et de mobiliser acteurs et ressources pour en comprendre les enjeux futurs. Les ateliers de projet des différents masters des écoles d'architecture et instituts d'urbanisme et de géographie seront mobilisés.
Là où la méthode soit innovée, c'est dans l'usage de figures ou genres littéraires pour se mettre en projet. Ces figures sont celles de l'utopie et de la dystopie. Alors, sans entrer en détail, mais depuis les œuvres séminales de Platon, Saint-Augustin ou Thomas More, imaginez les villes. Imaginez les villes comme pardon, je me perds dans mon discours. Imaginez la ville comme société idéale et la situer dans un futur lointain ou un monde imaginaire a été une façon d'entrer en projet. Ces récits ont donné lieu à un genre littéraire, celui de l'utopie, et à son opposé, la dystopie. Cette posture d'action cherche à énoncer les ambitions les plus élevées pour une société afin de garantir une matérialisation du projet la plus aboutie possible. Par définition, l'utopie propose une critique argumentée d'un état sociétal jugé inacceptable, parfois sanctionné par une destruction apocalyptique, et répond point par point aux critiques de départ. Ce faisant, elle formule une réponse à travers une organisation et des récits nouveaux. Certains établissent même un lien entre la réflexion utopique et la naissance de l'urbanisme au tournant du XXe siècle. Pour ne citer qu'un seul exemple, Ebenezer Ward pense une ville utopique dans laquelle l'homme vivrait en harmonie avec la nature. Il est accompagné à travers ce projet par la création d'un mouvement des cités-jardins qui va devenir la Town and Country Planning Association. Dès 1903, l'utopie est mise en œuvre à Letchworth par l'architecte Raymond Envin et influencera nombre de projets d'urbanisme dans le monde entier durant tout le XXe siècle. Le sport et les loisirs sont un des éléments récurrents et emblématiques des projets utopiques modernes, dans les cités-jardins, comme dans le projet de cité industrielle de Tony Garnier. Imaginez la crise sanitaire de la Covid et imaginez qu'elle puisse être une apocalypse, catastrophe et révélation, qui entraînera un changement de notre société, relève de la tradition utopique, propre à l'urbanisme et l'architecture. La dystopie y est moins classique, plus fréquente dans la littérature, mais son pouvoir projectuel nous paraît tout aussi prometteur. Concernant maintenant les terrains, nous avons écarté l'idée de travailler sur de très grands stades dans des métropoles importantes pour nous focaliser sur des villes moyennes dans lesquelles il devrait être plus facile d'observer l'impact des stades sur la ville et aussi plus simple de mobiliser les acteurs locaux. Nous pensons à des villes comme Grenoble, Florianopolis au Brésil ou Sfax en Tunisie, parce que dans ces villes, des projets existent et que les acteurs locaux seront facilement mobilisables. Maintenant, s'il s'agit de parler des résultats saillants et des perspectives, nous ne pouvons pas dire à proprement parler que nous avons déjà des résultats, mais plutôt des perspectives de recherche. Nous avons produit 2 articles qui ont permis de rassembler une partie du collectif de recherche sur les questions de l'utopie et de la dystopie. L'article rédigé pour la collection Le virus de la recherche, sous la direction d'Alain Faure au PUG, et sa version en ligne dans le média universitaire The Conversation, nous ont convaincus de l'existence d'une attente sociétale sur la question. Durant l'été 2020, les 2 articles ont été soumis à des étudiants en architecture de Rio qui ont produit des esquisses qui sont présentées dans le PowerPoint. Les croquis confirment l'intérêt de la méthode. Utopie et dystopie peuvent être source de projets. L'année en cours a permis aussi de s'apercevoir que certaines projections utopiques ou dystopiques que l'on faisait ne l'étaient pas tant que ça. Entre autres, très rapidement, des matchs clandestins sont apparus qui ont brisé le confinement et qui ont eu lieu dans plusieurs pays. On s'est aperçu que les huis clos dont nous parlions étaient vus comme une bénédiction pour les gestionnaires, mais une malédiction pour les diffuseurs qui utilisent désormais des dispositifs que nous évoquions dans nos articles, comme les faux spectateurs imprimés sur des cartons ou sur des bâches, ou les bandes-sons de tribunes populaires qu'on diffuse à la télé, comme dans les comédies, les soap-opéras. Enfin, on s'est aperçu de la résistance à la normalisation des tribunes dès lors que les publics ont été momentanément autorisés à revenir l'an dernier, entre autres sur la question de la distanciation physique. Pour le futur, nous pouvons exposer ici quelques réflexions et hypothèses. Et la première de nos observations, c'est que nous observons une tendance à une tension forte sur le système pyramidal et ouvert du sport en Europe et en Amérique du Sud. Il y a des tentations au séparatisme par le haut, pour reprendre un terme à la mode, avec des envies récurrentes de ligues fermées comme en Amérique du Nord, et par le bas, avec des pratiques sportives de moins en moins institutionnelles. Si ces tendances persistent,
nous pourrions avoir un monde du sport réparti en 3 systèmes peu perméables les uns aux autres, des ligues fermées, des championnats nationaux appauvris et des compétitions amateurs semi-clandestines. Ces tendances, pour nous, nous paraissent pouvoir se traduire par l'accentuation de tensions qui sont relatives au stade. Les tensions sont résumées ici. Tensions entre l'atomisation des individus dans les gradins face à la demande de fusion des corps, aseptisation, le huis clos étant un extrême, contre expérience sensible, le distanciel, télé et écran, le présentiel, le stade hors sol, le soccer stadium, face au stade intégré dans son territoire, le football ground, le stade ultra-technologique ou au contraire le stade volontairement low-tech, actionnariat international, actionnariat populaire. Voilà. À partir de ces styles et figures, nous avons identifié des types de stades qui pourraient émerger. Alors, on va les lister, et puis si on déborde dans le temps, Thierry sera bienvenu de nous couper. Première figure auquel nous avons pensé, c'est le stade studio. Nous pensons que si le huis clos devient la règle et que l'économie dépend presque exclusivement des droits de retransmission, certains clubs ou franchises pourraient abandonner leurs stades devenus obsolètes pour construire des stades studios. Ces équipements pourraient être entièrement clos et couverts, ne pas comporter de tribunes, mais des loges, louées au match ou à l'année à des sponsors. Le côté opposé à ces loges pourrait permettre de diffuser des images de foule lors des matchs. Des fonds sonores, rappelant les ambiances survoltées des ultras, pourraient couvrir la voix des joueurs. La Paris Défense Arena en serait un prototype. Deuxième figure, le stade hôpital. Nous pensons que le stade pourrait voir sa fonction sanitaire s'accroître dans le futur en devenant un équipement de santé public ou privé qui serait mobilisé non seulement lors de crises pandémiques, mais aussi peut-être de manière permanente en accueillant en son sein dispensaires ou cliniques. Nous pensons aussi que certains grands groupes de santé privés pourraient parfaitement décider d'investir dans les stades afin d'accroître leurs équipements et leurs marges. À l'inverse, tout en bas, on peut penser que de nouveaux stades apparaîtraient ou de nouveaux lieux de pratique apparaîtraient qu'on a qualifiés de stades sans feu ni lieu. Ces stades pourraient sortir du désintérêt des spectateurs pour les ligues fermées, pour les championnats nationaux. Et on pourrait imaginer que dans les interstices de la ville régulière ressurgissent des pratiques amateurs, semi-clandestines, et avec des championnats qui en découleraient. Des équipes s'affronteraient lors de matchs en 7 contre 7 ou 5 contre 5, en se contactant par messagerie cryptée et en décidant d'un lieu et d'une heure pour le match, sans arbitre, sur une plage, une pelouse, un parc, un retour aux sources en quelque sorte, un parking de supermarché, voire une aire d'autoroute pour les rencontres interurbaines. On pense que ces compétitions pourraient à terme générer de l'argent via les paris clandestins et l'intérêt du monde de la mode, toujours à la recherche de styles venant des marges pour augmenter les siennes. Donc ça, c'est un match clandestin à Strasbourg. Voilà. D'autres types de stades pourraient apparaître. Ce sont les stades high-tech. Là, ce sont des stades où la technologie serait poussée à l'extrême et où on pourrait, entre guillemets, optimiser l'expérience client. Téléphone, tablette et montre seraient connectés au terrain et à la vidéo. Il serait possible de revoir chaque action au moyen de casques ou de lunettes à réalité augmentée. Il serait possible de choisir un acteur du match pour revivre à sa place l'action décisive. Les spectateurs pourraient lire et entendre l'explication de la décision de l'arbitre en direct et des jeux sur tablette permettraient d'apprendre les subtilités de l'arbitrage. À l'inverse, certains stades pourraient opter pour une logique radicalement opposée et essayer de retrouver une ambiance vintage ou une genuine atmosphère. L'idée serait là de retrouver l'expérience du supporter à l'ancienne. Tout appareil connecté serait rendu impossible par des brouillages. Les annonces publicitaires s'arrêteraient avant le match pour laisser la place au chant des supporters. Le stade n'aurait pas d'écran et il faudrait attendre le retour à la maison pour juger de la validité de telle ou telle décision. On peut penser que certains spectateurs réintroduiraient les vieux transistors à l'ancienne afin de pouvoir suivre les matchs sur les autres pelouses.
On peut penser que certains stades pousseraient la coquetterie jusqu'à remettre des tables de marque avec changement manuel des scores. Voilà. Et puis enfin, nous pensons que les stades, une fois démolis, pourraient retrouver, ou désaffectés, pourraient retrouver d'autres fonctions. Et là, on a travaillé sur des scénarios de retour à la nature des stades, sur le modèle du Cafkin Park de Glasgow, où les stades redeviendraient des espaces de loisirs, de détente, et où les gradins seraient progressivement réenvahis par la végétation. Les stades pourraient aussi redevenir des cités-jardins, un peu dans le modèle des cités-jardins d'Howard, et on pourrait imaginer que là, les tribunes soient occupées par des populations, qu'on reconstruise les gradins et qu'on se serve des gradins pour construire des quartiers avec, au centre du terrain, une place publique et sous les gradins, des locaux artisanaux ou industriels. Voilà. Soit ça serait une cité-jardin, dans le meilleur des cas, soit un stade comme ça pourrait parfaitement devenir un condominio fechado à la brésilienne ou une gated communities à l'américaine. Voilà, un petit peu pour ce tour d'horizon des stades. On a déjà beaucoup parlé. On terminera juste par une conclusion toute simple, qui est de dire que ces récits apocalyptiques, dystopiques et utopiques nous parlent en fait surtout des peurs, des espoirs du monde dans lequel ils se pensent, et ce qui est notre cas à nous tous. Et puis pour terminer sur une note d'humour, nous n'avons pas résisté à la plaisir d'une citation un peu plus philosophique, avec Albert Camus. Merci de nous accueillir dans ce séminaire. Nous, on va vous parler d'une enquête qu'on a menée sur l'accès aux soins de santé. On emploiera peut-être d'ailleurs même plutôt le terme de renoncement aux soins. On s'est focalisé au cours des derniers mois sur le fait que des personnes ne réalisaient pas des soins dont elles avaient pourtant besoin. Le point de départ en fait de ce travail, c'est le fait que très loin aux prémices de la crise sanitaire, j'ai été contactée, l'Odenor, l'Observatoire des non-recours aux droits et services, a été contacté par différents acteurs associatifs, par des professionnels du monde social et de la santé qui s'alertaient sur le risque qu'une partie de la population renonce à des soins dont elle avait besoin, ne puisse plus accéder à certaines offres de santé, des soins qui n'étaient pas directement liés à la Covid. Du coup, c'est un petit peu ça qui nous a mis la puce à l'oreille. Et bien sûr, ces alertes qui nous sont venues de la société civile rejoignaient des préoccupations qui sont les nôtres dans nos travaux de recherche. On a vu aussi assez vite circuler des chiffres sur le non-recours aux soins ou le renoncement aux soins. Les notions utilisées variaient un peu, notamment des chiffres par des plateformes telles Doctolibre. Et ça nous a un petit peu questionné en fait la construction des chiffres, ce sur quoi en fait ils posaient le regard. Et puis en parallèle, l'Odenor a une collaboration depuis longtemps avec les acteurs de l'assurance maladie. Et l'assurance maladie commençait à nous transmettre des chiffres pour nous dire qu'ils voyaient des baisses extrêmement importantes et inédites en fait des dépenses de soins. Leurs données d'activité montraient vraiment un effondrement de la consommation de soins, notamment sur des soins de premier recours. Donc tout ça, en fait, nous a donné cette idée de construire une enquête en population générale pour essayer d'appréhender ces phénomènes, pour voir finalement quel pouvait être l'impact de la crise en elle-même, mais aussi des mesures prises en réponse à la crise, notamment des mesures de déprogrammation de soins, de fermeture de structures de santé. Notre idée était vraiment de regarder ce que ça produisait sur l'accès aux soins et plus globalement sur le rapport au système de santé de la population. Et puis, il se trouve qu'on a depuis plusieurs années maintenant une enquête un peu en routine à l'Odenor qui se déploie dans le cadre d'un des CDP de l'Université Grenoble-Alpes, le CDP LIFE. Cette enquête, elle s'appelle le baromètre du renoncement aux soins.
Donc, depuis plus de 5 années maintenant, on collecte des données sur le fait que des personnes ne se soignent pas. Et donc, on se disait, voilà, on peut peut-être faire un prolongement à cette enquête-là en retravaillant un petit peu notre questionnaire pour le spécifier sur la période qu'on était en train de traverser. Du coup, effectivement, l'idée, c'était vraiment, et les enjeux, c'était d'explorer finalement les déterminants des inégalités d'accès aux soins, de se pencher un peu sur la diversité des rapports des personnes au système social et de santé, de voir en quoi la crise changeait des choses sur ce champ-là. Si on est sur la situation du débat scientifique, dans le débat, il y a une très forte attention qui est portée depuis quelques temps maintenant sur les conséquences, notamment des inégalités d'accès aux soins, les conséquences sur les personnes, mais aussi les conséquences collectives de ce genre de phénomène. Donc finalement, on s'est dit que de fait, les conséquences là seraient peut-être majorées et ça nous intéressait de regarder ça, notamment dans un cadre pluridisciplinaire, puisque comme je le disais, on travaille sur le sujet depuis pas mal d'années maintenant, en croisant le regard des sciences sociales et d'autres disciplines. Si on dit deux mots, l'idée de ce cross-disciplinary programme, c'est vraiment de regarder un petit peu les chemins de santé dans leur dynamique et de voir la diversité des déterminants qui vont impacter ces états de santé tout au long de la vie, avec l'idée peut-être vraiment d'articuler différents jeux de données. Le Cross-Disciplinary Program Life, il a vraiment cette idée de faire dialoguer des données qui ne dialoguent pas habituellement, et notamment des données dont on peut disposer en sciences sociales sur des déterminants plutôt sociaux de la santé. Du coup, si on avance un petit peu, si on se concentre sur la recherche qu'on a effectuée, l'enquête du baromètre du renoncement aux soins Covid, renoncer à se soigner en temps de crise, les questions, on les a un petit peu partagées au tout début. L'idée, c'était vraiment de se dire, d'essayer de répondre à la question dans quelle mesure la crise, elle a amplifié des phénomènes de non-recours, de renoncement en matière de santé, de regarder aussi les personnes qui sont concernées par ces situations-là. Et du coup, avec un peu un fil conducteur qui était de se dire, est-ce que ça a aggravé des inégalités d'accès aux soins préexistantes et le cas échéant, pour quel type de soins? Notre enquête, comme beaucoup, elle s'est déployée par voie dématérialisée. Le questionnaire, on l'a co-construit, on s'est appuyé, je l'ai dit, sur le questionnaire de l'enquête générale du baromètre du renoncement aux soins, qui est coporté par le régime général de l'assurance maladie. On a co-construit ce questionnaire pour que il puisse apporter de la connaissance aux différents partenaires de cette étude-là. La passation, elle s'est faite grâce à l'implication du régime général de l'assurance maladie, qui a fait un tirage aléatoire via son système d'information. 50 000 personnes affiliées au régime général qui ont été tirées au sort aléatoirement et qui ont reçu le lien pour répondre à cette enquête. Et puis après, on a diffusé effectivement via nos réseaux professionnels personnels pour essayer aussi de se dire d'aller vers des populations qui peut-être n'étaient pas touchées par la diffusion via le régime de l'assurance maladie. On a diffusé l'enquête à partir du mois de juillet et jusqu'au à la mi-septembre. C'était peut-être pas la période la plus propice, mais finalement, il nous a fallu du temps quand même, un petit peu de temps pour se mettre en ordre de bataille, puisqu'on a fait cette enquête à moyens constants. Chacun a mis un petit peu de son temps de travail, que ce soit du côté de l'Odénor, du côté de l'équipe de Sébastien, l'équipe HP2 de l'INSERM, l'assurance maladie qui a mis un chargé de projet aussi à disposition. Et puis, on a pris appui sur une collègue statisticienne qui s'appelle Christine Holm, qui connaît bien toutes ces questions-là, puisqu'elle a dirigé un département du CREDOC il y a quelques années, qu'elle a maintenant une société et qu'elle fait vraiment un travail notamment sur le redressement de ce type de données.
Donc, on a fait ça à moyen constant, ce qui explique qu'on a peut-être dégainé un tout petit peu en différé, mais aussi on avait l'idée de se dire, on voulait certes regarder à quoi ressemblait le renoncement aux soins pendant le premier confinement, mais on voulait aussi quand même regarder si les personnes qui n'avaient pas réalisé des soins pendant le confinement s'étaient soignées après. Donc, il y avait aussi une volonté de notre part de différer quand même un petit peu la diffusion pour pouvoir qualifier les situations qu'on voyait, essayer de voir si on était dans des formes vraiment de renoncement, au sens où il y avait quelque chose de définitif, où il n'y avait plus l'intention de se soigner, ou si on était dans des reports de soins. C'était un petit peu là aussi l'idée de qualifier ces situations à partir d'indicateurs de durée. On a quand même eu 7000 questionnaires collectés, dont un peu plus de 4000 qui sont complets. Donc, on a travaillé pour l'instant sur les questionnaires complets, avec un important travail là aussi de redressement, parce qu'on a rencontré des difficultés assez similaires à celles de Pierre, une population de répondants qui était un petit peu pas tout à fait représentatif à différents égards de la population française. On a plutôt réussi sur certains plans à redresser notre échantillon, mais effectivement, il conserve quelques biais quand même, on pourra en reparler. Alors, si on avance sur les résultats, on a eu des taux de répondants pour le coup qui sont différenciés en fonction des régions. Si on entre un petit peu dans le détail des résultats, effectivement, parmi nos répondants, 60% ont déclaré avoir renoncé ou reporté au moins un soin pendant le premier confinement. Le nombre de moyens de professionnels que les personnes n'ont pas consultés ou d'actes qu'elles n'ont pas réalisés, c'est deux par personne. Et puis après, on peut rentrer un petit peu dans le détail du type de soins qui n'ont pas été réalisés pendant ce premier confinement. On voit effectivement que le premier poste concerné, c'est les consultations chez le généraliste, 39% des personnes renonçantes. Ensuite, viennent les spécialistes, puis soins dentaires, et puis après des actes plutôt de biologie, des examens d'imagerie. La question du médicament, qui n'est pas anecdotique, 17% des renonçants parlent de l'impossibilité d'accéder à des médicaments qu'on leur avait pourtant prescrits. Et puis la question des actes de prévention, notamment effectivement mammographie, dépistage de différents cancers. Alors c'est vrai que c'est une répartition qui est un peu différente quand on regarde dans notre baromètre du renoncement aux soins habituel. Habituellement, les soins les plus renoncés sont plutôt les soins dentaires et les soins effectivement en optique aussi qu'on ne retrouve pas du tout là pour le coup. Et les soins de premier recours en général, c'est plutôt une personne sur 10. Donc là, on voit effectivement qu'il y a quand même eu un ordre qui a un tout petit peu évolué, avec quand même un gros groupe aussi qui reste sur les consultations spécialisées. On a regardé ce que je disais tout à l'heure, si les personnes s'étaient soignées après la sortie du confinement. On voit effectivement qu'on peut finalement davantage parler de report de soins que de renoncement définitif, notamment pour ce qui est des consultations chez le généraliste lorsque le besoin perdurait. Les personnes ont adressé leurs besoins à l'issue du confinement à 68%, et on voit que ce chiffre il décroît en fait en fonction du type de soins. Les soins ont été moins réadressés quand on parlait de soins spécialisés. Et également, les soins dentaires n'ont pas nécessairement été rattrapés, en tout cas au moment où les personnes ont répondu à l'enquête. Donc là aussi, ça mériterait de regarder un peu plus les choses, parce que ce qui va nous intéresser aussi, même si les pourcentages ne sont pas les principaux, c'est quand même les personnes qui ont dit qu'elles n'avaient plus du tout l'intention de renoncer, de consulter, alors qu'il y avait pourtant la persistance d'un besoin. Donc ça nous intéressera aussi d'aller zoomer sur certaines parties de notre échantillon. On a bien sûr regardé les raisons de ces phénomènes-là. Alors, on voit qu'on a des raisons qui sont un petit peu différentes en fonction, encore une fois, du type de soins. On a du côté du médecin généraliste, effectivement, cette impression que si on demandait un soin, on allait surcharger les professionnels.
Alors là, c'est intéressant parce que à remettre en perspective par rapport à finalement le fait qu'une partie de ces professionnels était très disponible au moment du premier confinement parce qu'il y avait des écarts territoriaux quand même très importants. Ça, ce sera aussi un autre exercice qu'on devra faire et qu'on a commencé à faire avec Sébastien, d'aller regarder un petit peu par grande région comment les choses se sont passées. Si on est ne serait-ce que sur le taux de renoncement, on a commencé à regarder pour l'Île-de-France où la situation pendant le premier confinement, la situation sanitaire était plus compliquée que dans plein d'autres régions. Le taux effectivement de report et de renoncement aux soins est beaucoup plus important. Il approche les 70%, donc 10 points de plus que le taux moyen. Et si on est par exemple en Nouvelle-Aquitaine, là où la crise était peut-être moins prégnante au premier confinement, le taux baisse en dessous effectivement de la moyenne. Donc sur les raisons, c'est pareil, il y aurait vraiment matière à aller regarder ça de plus près. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu deux types de raisons. Les raisons vraiment propres aux personnes, donc des personnes qui ont décidé de ne pas réaliser certains soins parce qu'elles ne voulaient pas surcharger les structures, parce qu'elles avaient peur de la contamination, parce qu'elles estimaient aussi que ce n'était pas nécessairement urgent et qu'elles ont temporisé leurs besoins. On voit que pour les spécialistes et les dentistes, la première raison, c'est plutôt effectivement le fait que les structures n'étaient pas accessibles parce que toute une partie était fermée. Et donc, c'est notamment sur ces postes-là, spécialistes, dentisterie, que des soins ont aussi été annulés pour les personnes. Ça, c'est une autre partie de l'enquête que je ne présente pas aujourd'hui. On a essayé de différencier ce qui était vraiment du renoncement, une décision de la part des personnes, des renoncements qui faisaient suite, d'ailleurs qu'on ne peut pas appeler renoncement, des non-accès aux soins liés à des annulations de la part des professionnels. Ça, je laisse un peu de côté, mais on a aussi des données sur le sujet dans cette enquête-là. Intéressant aussi de regarder la question des médicaments, parce que finalement, 45% des personnes qui n'ont pas pu accéder à des médicaments dont elles avaient besoin disent qu'elles n'avaient plus d'ordonnance. En fait, pendant la période du premier confinement, les personnes, notamment quand elles ont une ordonnance de longue durée, auraient pu utiliser une ancienne ordonnance pour pouvoir demander leurs médicaments, mais ne l'ont pas fait parce qu'elles ne connaissaient pas nécessairement cette possibilité. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment certains messages n'ont pas été réceptionnés par la population. Et puis, on a aussi cette histoire de rupture de stock. Donc, on voit bien que là, il y a des effets de choses qui dépassent finalement le système de santé, des effets aussi de filières industrielles qui n'ont pas pu nécessairement fonctionner pendant la période du premier confinement. On a aussi regardé les conséquences perçues par les personnes de ces situations-là, notamment est-ce que les personnes pensaient que l'absence de soins avait aggravé leurs problèmes de santé. Donc là, on voit une espèce de gradation. Ce sont 40% des personnes qui n'ont pas consulté un généraliste qui pensent effectivement que ça a eu un impact sur leurs problèmes de santé, 45% quand c'est des besoins spécialisés, 48% quand c'est des soins dentaires, 51% quand c'est les médicaments, et puis on arrive là quasiment à la totalité des personnes qui n'ont pas réalisé, par exemple, des séances d'un traitement. Et on a effectivement dans notre échantillon des personnes qui, soit d'elles-mêmes, soit parce qu'on leur a dit de ne pas le faire, n'ont pas pu suivre une partie de séances de leur chimiothérapie ou de leur dialyse. Et on voit que les conséquences sont davantage perçues par les personnes en situation de précarité et par celles qui ont une pathologie chronique, et que les inquiétudes aussi induites par l'absence de soins sont plus fortes pour ces populations-là. Du coup, si on regarde un petit peu aussi le profil, on voit que le phénomène a été plus marqué pour les femmes, pour les familles monoparentales et les personnes en inactivité, que ce soit des personnes au chômage, des parents au foyer ou des personnes en invalidité, que le phénomène a été plus prégnant pour les personnes précaires. On a passé le score EPIS dans cette enquête, et pour les personnes ayant des pathologies chroniques. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous aide aussi à se dire que finalement, il y a quand même eu, pour le coup, un renforcement d'inégalités sociales d'accès aux soins préexistantes, et la question d'un croisement de fragilité sociale et sanitaire avec ce double effet, l'effet de la précarité et le fait de la pathologie chronique.
si on avance vers la fin de cette intervention, ce qu'on observe aujourd'hui, bon, vous voyez bien qu'on est un peu au milieu du gué, hein, on continue à traiter, à travailler nos données, mais avec les moyens dont on dispose, hein. Pour l'instant, on n'a toujours pas de moyens dédiés à cette enquête et on le fait en partenariat à la fois avec l'équipe de Sébastien et avec les équipes de l'assurance maladie. Aujourd'hui, ce qu'on observe, hein, c'est peut-être des usages qui sont à la fois des usages par l'action publique, l'assurance maladie qui va utiliser ces données, notamment dans ses échanges, hein, avec différents acteurs des politiques publiques, notamment dans les plans de gestion de sortie de crise. On voit aussi, hein, qu'on est interpellé par des acteurs qu'on connaît, hein, parce qu'on travaille déjà un petit peu avec eux, par exemple l'Institut national du cancer, qui du coup, hein, s'intéresse de plus en plus à la question du renoncement et du non-recours, notamment pour des patients atteints de cancer. Il se trouve qu'on en a une petite centaine dans cette enquête. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut aussi donner quelques indications, avec l'idée, hein, pour eux peut-être de lancer des enquêtes complémentaires à celle-ci, parce que là où on est passé un petit peu, c'est vrai que Pierre disait qu'ils avaient eu toute une partie commentaire, hein, dans l'enquête Vico. Ça a été une réflexion qu'on avait au moment où on a lancé et on ne s'est pas autorisé à le faire, on ne savait pas ce que ça allait donner et finalement maintenant on se dit qu'on aurait bien eu besoin d'un matériau un peu différent. En tout cas, voilà, ce sera l'objet d'enquêtes peut-être complémentaires. Et puis pour nous, hein, l'intérêt, il est vraiment de se dire, d'essayer de se projeter dans les conséquences de ces phénomènes-là sur les trajectoires de santé à plus ou moins long terme. Et puis, nous, ce qui nous intéresse aussi très directement, et là, on aura vraiment besoin de compléter le corpus par des données quali, hein, c'est qu'est-ce que ça a pu changer, cette situation-là, le fait de ne pas pouvoir se soigner pendant une partie de la crise, le fait de ne pas oser se soigner, de ne pas comprendre qu'on pouvait le faire. Qu'est-ce que finalement, ça vient travailler, hein, du rapport des personnes aux soins, au système de santé et à l'état sanitaire et social. Donc là, ça va vraiment être la suite du chemin. Et puis, bien sûr, des perspectives aussi avec l'équipe de Sébastien sur peut-être des choses qui les concernent plus directement. Je te laisse conclure là-dessus, Sébastien. Oui, je vais aller assez vite et pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est effectivement d'intégrer en fait toute cette richesse en fait du travail transdisciplinaire dans la pratique médicale courante. Alors, en prenant un démonstrateur qui est le syndrome de l'apnée du sommeil, je ne vais pas rentrer dans les détails médicaux, mais grosso modo, c'est une pathologie chronique en fait qui touche en fait beaucoup de monde, avec beaucoup de conséquences et beaucoup de causes. Donc, du coup, c'est un démonstrateur assez simple et surtout, si on passe à la diapositive suivante. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on connaît bien les paramètres cliniques en fait, de ces pathologies, mais comme toutes les pathologies, en fait, les médecins s'intéressent beaucoup à la mesure de la pression artérielle, du poids, de la taille, par exemple. On connaît bien en fait, les thématiques sur les appareils, mais par contre, tout ce qui concerne la personne et le patient, on ne connaît pas grand-chose. Et donc, le travail sur le renoncement aux soins, ça nous a amené à nous interroger sur comment on peut recueillir en fait ces déterminants personnels et environnementaux des patients au moment où on va les informer sur leur diagnostic pour voir comment cela va impacter leur traitement. Donc ça va se faire en fait dans le cadre d'études Covid de l'hôpital avec les Covid longs sur Cost Survivor qui est porté par le Renaud Tamisé et sur la mise en place d'une nouvelle étude qui est vraiment là à l'interface entre l'approche quantitative qu'on peut mener à travers des questionnaires, à travers le recueil des variables cliniques, et aussi la mise en place d'entretiens qualitatifs auprès des patients pour comprendre pourquoi des patients renoncent à des soins de santé ou ne sont pas assez observants à leurs soins de santé, en prenant l'exemple du syndrome d'apnée du sommeil avec un traitement qui est la pression positive continue qu'on peut évaluer jour après jour. Donc là, c'est vraiment en fait l'illustration de l'application en fait de la recherche à la fois en sciences humaines et sociales et à la fois médicale, qui est issue en fait de tout ce travail autour de la recherche Covid et de ce qu'on met en place dans le projet LIFE. Voilà, juste pour dire quelques mots là-dessus. Merci. Merci à tout le monde.